Bonjour à tous, je me présente Franck Ledoux, je suis ingénieur-chercheur au CEA d'Am et je vais vous parler maillage et hexaédrique. C'est quelque chose que je fais depuis une quinzaine d'années. Donc je travaille dans une équipe où nous réalisons des outils de maillage pour des besoins d'utilisateurs internes au CEA dans le cadre du programme simulation numérique. C'est un travail collectif, il y a un certain nombre de personnes qui sont listées ici sur le slide et je suis très content d'être là, donc je tiens particulièrement à remercier les organisateurs des journées de m'avoir invité. Alors je suis particulièrement content, entre autres, parce que je travaille dans le domaine du maillage pour la simulation numérique et depuis une petite dizaine d'années, on va dire, il y a un rapprochement qui est fait avec la communauté d'informatique graphique et des questions qui se posent sur est-ce que ce que nous on regarde, on ne trouverait pas les solutions dans ce qui est fait côté informatique graphique. Et donc je pense que c'est une bonne opportunité de venir vous parler de nos problématiques. Donc pour replacer encore le contexte, alors je travaille à la direction des applications militaires, plus précisément. Donc c'est une direction où depuis l'arrêt des essais nucléaires dans les années 90, on a lancé un programme qui s'appelle le programme Simulation, qui est là pour garantir le bon fonctionnement des armes nucléaires en se reposant sur la simulation numérique et la validation sur des installations expérimentales. Moi je me place dans le cas de simulation numérique évidemment, où on a des moyens de calcul importants. Moyens de calcul, c'est des supercalculateurs qui permettent d'effectuer des simulations sur des gros volumes de données pendant de nombreux un temps certain, donc plusieurs jours, semaines. Et des moyens logiciels adaptés à ça. Donc on a les codes de simulation, j'en parlerai un petit peu. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on génère les maillages utilisés pour les codes. Avec deux axes dans nos travaux, le maillage parallèle et le maillage hexaédrique. C'est du second dont je parlerai aujourd'hui. Donc sur la droite, ici, vous avez des exemples de maillage, donc du polyédrique sur un problème sismique. C'est la vallée de Grenoble de mémoire. Et en bas, là, on a une cible du laser mégajoule, donc une installation expérimentale, où là, on a un maillage hexaédrique. Donc je vais commencer par ça pour donner d'autres éléments de contexte. Le laser mégajoule, c'est une installation qui est dans le sud de la France, du côté de Bordeaux, et dont le but, enfin en tout cas l'un des objectifs, est de montrer qu'on peut atteindre la fusion par confinement inertiel par le biais d'une attaque indirecte sur une cible. Donc l'idée c'est d'aller au processus de fusion. Donc la cible, vous la voyez, un prototype, une esquisse quand même à gauche. Ici, vous avez une vraie esquisse schématique à droite. Une cible, ça fait environ 10 mm de long. Ça a une capsule en son sein qui fait 2,4 mm ici, de deutérium tritium. C'est ça qu'on va aller chauffer pour que ça réagisse. Et on va le chauffer avec des lasers qui vont rentrer par deux orifices sur le côté de la cible. Et on dit attaque indirecte, ça va aller chauffer les parties supérieures et inférieures pour faire chauffer ce qui se passe à l'intérieur du petit cylindre. Donc ça, d'un point de vue équipement expérimental, c'est un bâtiment, donc je vous ai dit près de Bordeaux, c'est un bâtiment qui fait environ 300 mètres sur 100 mètres, où on a des lasers sur toute cette installation-là, donc on voit des chambres de cibles, et puis une chambre centrale ici où tout est emmené, et la petite cible qu'on avait, elle est au centre, et les lasers vont aller se concentrer sur cette cible qui est au centre, donc il y a un facteur d'échelle relativement important. Donc d'un point de vue simulation, là sur la droite, vous avez un résultat de simulation, donc la cible est modélisée légèrement différemment. Donc le cylindre, ici, c'est la partie verte interne qui va m'intéresser. On a deux grandes parties sur les extrémités qui correspondent aux arrivées des lasers. Et puis ça va aller taper dans les parties vertes et on voit que la partie verte va grossir et s'épandre comme la partie rouge. Donc ma petite cible au départ qui avait une coque sur l'extérieur, cette coque qui est rouge ici va grandir et prendre tout l'espace, tandis que la partie bleue, elle, va diminuer et ne rester que sur une petite portion du volume. Donc ça, c'est typiquement le genre de simulation qu'on va mener avec des codes de simulation du CEA. Donc pour arriver à ce genre de simulation, les physiciens qui mènent ces études vont utiliser des outils qu'on développe. Ils vont commencer par définir le modèle, donc la géométrie de la forme. Ils vont en déduire un maillage. Alors, déduire, c'est un peu rapide. En tout cas, ils vont construire un maillage. De ce maillage, ils vont poser des conditions physiques, donc des conditions au bord, des limites, des densités, etc. Quels matériaux on a. Donc ils pourraient le faire aussi au niveau du modèle. Nous, il s'avère que c'est au niveau du maillage. Ils vont lancer leur simulation, qui peut prendre énormément de temps, et ils vont analyser. Alors soit à la fin, soit si la simulation est longue,
à intervalles réguliers, ils vont regarder comment elle évolue. Et fonction de ça, fonction où ils en sont dans leur étude, ils vont revenir aux étapes de départ et puis ils vont changer la géométrie, ils vont changer des paramètres, et ils vont relancer pour valider leurs études. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie maillage. Donc sur la partie maillage, on a du maillage parallèle et du maillage hexaédrique. Donc un petit mot rapide sur le maillage parallèle. On a des travaux sur du remaillage entre différents types de simulations. Donc là, travaux de Nicolas Le Goff. On part d'un certain type de maillage et on génère ce maillage quadrilatéral en parallèle. Donc ça, c'est aussi le cas en 3D avec des maillages hexaédriques. Du remaillage de surface, donc on en parle très peu. Donc l'idée ici, c'est on fait du remaillage de surface, donc c'est du parallélisme multithread. On a une pièce mécanique et on va regarder un phénomène physique. Donc le phénomène physique ici, il est modélisé par un choc. Donc vous avez le profil qui est ici sur la droite. Et on va propager ce choc au travers de notre pièce mécanique et adapter le maillage de surface à la capture de choc. Donc ça, on le regarde plus pour des aspects informatiques. Nous, en ce qui nous concerne, c'est parce que c'est un problème très irrégulier, ça nous permet de monter en compétence pour le parallélisme sur nos algorithmes de maillage, parce qu'on fait très peu de surface. Je vous dirais même que là, c'est plus pour la publication qu'on l'a fait sur une surface et pas sur du 2D ou du 3D volumique. Et ça, c'était les travaux de thèse d'Obi Rakoto Arrivello, qui est maintenant en postdoc aux États-Unis. Et puis du remaillage mixte. Donc on va mêler les hexaèdres qui sont sur la gauche, les tétraèdres et les triangles qui sont sur la droite pour faire un maillage hybride. Pareil, en regardant les aspects parallélisme. Et là, c'est des travaux de thèse de Sofiane qui a commencé en début d'année. Ok. Bon, maintenant, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ça va être le maillage structuré par bloc. Donc là, on va faire des hexaèdres structurés par bloc. Donc ici, vous avez plusieurs exemples de maillage hexaédrique. Et là, les deux images où on a des blocs grisés, justement, on a nos blocs. Donc ça qui nous intéresse, c'est on a une partie de nos travaux et de nos études qui consiste à fournir des outils interactifs. Donc on a un logiciel, nous, qui s'appelle Magix 3D, pour générer ce genre de maillage, pour que les ingénieurs physiciens puissent faire exactement ce qu'ils veulent. Donc on travaille là-dessus, on travaille sur des outils de manipulation, on essaye d'améliorer l'ensemble de tout ça, et dans les caractéristiques, les maillages utilisés vont potentiellement avoir des milliards de mailles et vont être utilisés sur des centaines à milliers d'unités de calcul, donc c'est une des raisons pour lesquelles on regarde le maillage parallèle et qui distingue un peu aussi de l'utilisation d'outils standards. Donc moi, c'est le maillage hexaédrique qui va m'intéresser aujourd'hui, et plus précisément, ça va être le maillage lagrangien. Donc je vais revenir sur ces termes-là dans la première partie de mon exposé. Et l'idée, ça va être de vous remontrer toujours des besoins de simulation. Donc pourquoi on fait ça? Alors, avec mes mots et de manière un peu vulgarisée. Voir c'est quoi un maillage hexaédrique et pourquoi c'est compliqué à générer et comment nous on fait de la génération en pratique. Et puis je finirai en essayant d'étendre à des activités de recherche et voir comment on peut justement aller plus loin pour améliorer les outils qu'on fournit à des utilisateurs à la fin. Donc le maillage hexaédrique. Donc des besoins. Alors déjà, j'ai parlé de maillage depuis le départ. Un maillage, c'est un découpage d'un objet géométrique en briques simples. Donc on va parler de briques. La brique élémentaire, quelle que soit la dimension, c'est le simplex. Donc en 2D, ce sera un triangle. En 3D, c'est le tétraèdre. Il existe énormément de méthodes qui savent générer des maillages de ce type-là. Donc ça, c'est, on va dire, un problème bien résolu qui fonctionne. Donc le but, nous, d'avoir des maillages, c'est ensuite de porter des discrétisations d'équations physiques. Donc le physicien a discrétisé son problème physique de manière, a modélisé de manière continue son problème physique. On le discrétise sur une discrétisation de l'espace qui vont être ici nos tétraèdres avec des schémas numériques. Et ces schémas ont besoin de calculer des quantités sur les mailles. Donc on va avoir des schémas, nous, essentiellement basés sur la méthode des éléments finis ou des volumes finis qui vont se reposer justement sur ces entités de base. Le tétraèdre, et moi ce qui m'intéresse, l'hexaèdre. Donc un moyen simple de générer des hexaèdres, c'est de couper tous mes tétraèdres en hexaèdre. Donc je les coupe en 4. Bon, ok. Donc ça, c'est un maillage hexaédrique. Maintenant, en fait, on ne veut pas n'importe quel maillage hexaédrique. Donc ça va être la problématique, c'est que le maillage tel qu'on le génère, il doit avoir certaines bonnes propriétés, à la fois pour la géométrie et pour l'étude physique qu'on va regarder. Donc on les utilise, mais pas n'importe lesquels. C'est adapté. Un autre caractéristique qui est souvent énoncée, qui est quantitative, alors nous on est sur du maillage parallèle avec des infrastructures de calcul, on va dire,
ça nous concerne un peu moins, mais ça reste quand même vrai, c'est que à précision numérique des schémas, si on peut faire du tétraèdre ou de l'hexaèdre, généralement il faut 4 à 10 fois moins d'hexaèdre pour capturer le même phénomène physique. Donc si vous commencez à imaginer que vous faites ça sur station, que le temps est lié au nombre d'éléments, parce que le temps de calcul, ça va être un assemblage de matrices, avec des calculs qui vont passer par éléments de base, tétraèdre, hexaèdre, etc. Si vous gagnez à la fois en temps et en espace, vous avez des résultats plus rapidement, donc c'est pas négligeable non plus. Donc je vous ai parlé de maillage lagrangien, donc ça c'est un point important, c'est que nous voilà, on regarde des maillages lagrangiens, donc on part du principe qu'on étudie des problèmes où on va dire la matière se déforme. Donc ici j'ai un maillage avec 4 mailles rouges et 4 mailles bleues, et en gros ça va se déformer. Les rouges vont prendre de plus en plus d'espace, comme vous pouvez le voir là, et les bleus vont se faire écraser. Donc ça c'est un maillage lagrangien. Le maillage est mobile, les nœuds se déplacent, et chaque maille, donc chaque quadrilatère, reste totalement rouge ou totalement bleu, il contient qu'un matériau. Donc c'est ça un maillage lagrangien, et nous, nos études portent sur des maillages de ce type-là. On a des millions à centaines de millions de mailles pour les études de type lagrangienne. Ensuite, il y a les maillages eulériens. Donc là, dans le maillage eulérien, c'est le matériau qui se déplace, mais le maillage reste fixe. Donc le problème de maillage est très faible. En gros, je schématise, mais on ferait des grilles, ça suffirait. Donc on va monter en taille, par contre, on pourra aller à des milliards de mailles, et la problématique, elle est côté code, mais elle n'est pas côté maillage. Et quand on fait ça, la problématique de post-traitement qui arrivera, c'est qu'en visualisation, on veut retrouver l'interface entre le bleu et le rouge, il faut le reconstruire. Donc là, on aura d'autres problèmes, mais c'est pas de la génération de maillage. Et puis il y a les méthodes dites ALE qui sont un mixte, qui sont en gros, je vais bouger mon maillage et je vais aussi permettre d'avoir des mailles mixtes qui n'ont pas qu'un seul matériau. Donc globalement, un des problèmes, c'est que quand on fait du lagrangien pur, si ma maille se fait écraser, mes mailles bleues, potentiellement le volume va devenir relativement imparfait pour faire du calcul numérique derrière, voire au pire la maille va se croiser, s'inverser, on aura un volume négatif, et là on ne pourra plus calculer. Donc en fait, quand on a des phénomènes avec des déformations très très fortes, un passage en ALE a du sens, parce qu'on déforme le maillage, et en même temps, quand le maillage commence à avoir des propriétés trop faibles pour faire du calcul, on commence à laisser la matière bouger. Donc quelques exemples pour illustrer l'utilisation de maillage hexaédrique et les propriétés dont j'ai pu un peu parler. Donc un problème d'hydrodynamique lagrangienne. Donc ici en fait vous avez un matériau sous des conditions de densité, pression, vitesse différentes de part et d'autre. Enfin pression et densité, pardon, vitesse ça reste la même au départ. Et en gros on a un phénomène où la partie rouge va venir prendre l'espace et la partie bleue va venir se faire comprimer. Donc comme sur mon exemple précédent en 2D. Voilà, une collimétrie, vous pouvez voir sur ce mouvement-là des mailles qui vont s'agrandir, d'autres qui vont se faire écraser, devenir plus petites. On va regarder que le matériau rouge au départ, là sur un maillage très structuré qu'on a généré. Et on voit nos mailles qui se changent de taille le long de cette, on va dire, de cette zone de contact entre le bleu et le rouge au départ. Donc là, ça s'agrandit. Et on a une zone qui reste complètement planaire de contact. Donc l'interface est plan, et ce qui est très bien parce que c'est un problème normalement qui est 1D. Donc on doit avoir ce genre de propriété. Si maintenant je prends le même domaine, mais que je le maille avec des tétraèdres que j'ai coupés en 4 hexaèdres, le phénomène globalement est le même. Maintenant, mon interface, elle n'est pas restée planaire. J'ai une imperfection ici. Donc c'est le même code, c'est les mêmes conditions, c'est juste le maillage qui a changé. Donc on change le maillage et le résultat diffère. Donc ensuite, est-ce que c'est grave? Le comportement global est le même. Est-ce que c'est grave? Ça, c'est plus aux physiciens de me le dire, c'est pas à moi. Maintenant, là, c'est problématique en ce qui nous concerne. On va aller en 2D pour le même genre de problématique. Donc ici, c'est une implosion. Donc en fait, vous avez quelque chose, une source d'énergie ponctuelle ici, qui va s'épandre, enfin qui va créer, entre guillemets, un choc, qui va aller du centre vers la périphérie de mon quart de disque. Donc les mailles vont se déformer. Donc ici, j'ai un maillage qui a été généré de manière radiale par rapport à mon point, ici par avancée de front. Donc en gros, on est parti du bord, on a créé des couches de quads, et on a propagé, ce qui fait que les quads se rencontrent sur la zone centrale du domaine, et donc on a un maillage un peu plus irrégulier. Donc si je lance mon code de simulation là-dessus et que je travaille, j'obtiens ce genre de résultat au bout d'un certain temps. Donc là, les mailles, comme tout à l'heure, elles ont changé de forme, mais elles sont restées, vu que le phénomène est radial, elles sont restées alignées complètement avec ce phénomène, et on voit des captures. Donc la colorimétrie montre, on a des zones qui sont bien homogènes,
sur l'ensemble du disque à une certaine distance du centre. Si je prends l'autre maillage, bah, déjà il s'est complètement déformé et voire il a des mailles inversées. On a notre colorimétrie qui correspond à des quantités physiques, bah, montre que bah, on n'a pas préservé comme ici. Donc ça c'est juste pour dire, voilà, c'est des cas très académiques, mais ça montre que bah, le maillage a un impact sur la solution qu'on obtient en fin de compte. Donc globalement, c'est très contrôlé par les physiciens quand ils font du maillage. Donc le maillage, c'est un paramètre, ils veulent le manipuler. Ce qu'ils veulent, en gros, c'est des structures de blocs, parce qu'on veut des grilles. Et si on fait de l'hexaèdre, c'est pour avoir cette structuration qui va suivre potentiellement un choc, nous, en ce qui nous concerne. Donc on va avoir ces structures de grilles à générer, à manipuler. D'un point de vue usuel, on va avoir un alignement le long de certains bords ou le long de certaines lignes de choc. Ce qu'on voudra ensuite, c'est contrôler la taille des éléments et une qualité de maille. Donc on parle de distorsion ici. En gros, on veut des mailles qui ressemblent le plus possible à des cubes et qui restent convexes. Si on a des choses non convexes, il faut revenir sur le fait qu'à un moment, derrière, on fait du calcul et on fait du calcul en regardant le volume de nos mailles, souvent. Et si le volume est dur à calculer ou qu'il est problématique, le résultat sera pas bon non plus. Si je reviens maintenant à mon cas réel qui est mon laser mégajoule, ma cible de tout à l'heure, ici c'est une partie du maillage au départ, donc on voit les zones qui correspondent aux blocs qu'on a pu créer, donc qui est schématisé par les couleurs. On peut voir qu'il y a une zone très très blanche. La zone très très blanche, on la retrouve à gauche en très très noir. Donc en gros là, c'est pourquoi c'est très très noir, c'est parce qu'on visualise les arêtes du maillage et il y a énormément de mailles empilées ici parce qu'elles ont une taille très 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 petite, pardon. Alors pourquoi cette taille petite? Voilà, on connaît le phénomène, on sait ce qu'on modélise, et on sait que ça va grossir cette partie verte dans la direction vers le centre de la sphère, et pareil pour la partie rouge, ça va grossir aussi. Et en gros, les mailles sont positionnées dans l'alignement qui vont bien, et on voit l'expansion qui va se passer, et les parties vertes et rouges vont grossir, la partie grise va se retrouver comprimée, et le maillage va se déformer complètement suivant cette direction-là. Donc c'est typiquement le genre de choses qu'on va rechercher par rapport à nos études. D'autres cas d'utilisation, alors pour illustrer d'autres besoins, donc ici c'est des choses faites au CEA civil et sur la partie, sur le centre du CEA Saclay. C'est pour du contrôle non destructif, donc en gros c'est pour regarder par exemple quel est l'endommagement, le vieillissement de pièces mécaniques via des systèmes à base d'infrarouge, de rayons X, pour regarder voilà, quel est l'endommagement d'une pièce. Et donc ça ils le simulent. Et pour le simuler, ils utilisent des méthodes spectrales qui ont besoin d'avoir des maillages en gros très très réguliers sur lesquels ensuite, en gros, là, un macro bloc, donc là vous en avez 3, correspond à une maille de calcul pour eux. Donc c'est là-dessus qu'ils vont travailler, donc ils ont besoin de cette génération-là. Alors eux, ils poussent à l'extrême le processus pour les utilisateurs, qui est qu'en fait l'utilisateur ne voit même pas le maillage. Il génère des géométries et ils fournissent des patterns de blocs qui donnent ce qu'il faut par rapport à ce dont ils ont besoin. Donc c'est encore un endroit où on a besoin de cette structure de blocs pour des applications industrielles. Dernier exemple entre académique et industriel. Donc là, je l'illustre avec des exemples venant du laboratoire de Lawrence Livermore en Californie, aux États-Unis. Donc c'est un code qui travaille en ordre élevé. Donc là, les maillages sont courbes. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'au lieu de garder des mailles droites, comme ici à gauche, alors droite, pardon, des mailles où les arêtes sont linéaires, donc représentées par des segments, on va courber le maillage. Donc on va accepter que les arêtes deviennent courbes, donc montent en degrés. Donc vous pouvez voir ça comme des béziers ou des splines, par exemple. Et on va déformer le maillage de cette manière-là. Donc là, c'est un code qui fait à la fois du Lagrange et une forme d'ALE et de remapping. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect Lagrange, et c'est typiquement le genre de code où ils ont besoin de maillages hexaédriques structurés par bloc ou quadrilatéraux structurés par bloc au départ. Donc pour des études là où on a une montée en ordre. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de problématique que nous on a et pour lesquelles on fournit des maillages. Donc maintenant, un maillage hexaédrique, c'est quoi et quelles sont les caractéristiques? Alors tout d'abord, un point un peu particulier, comment on génère un maillage et qu'est-ce qu'on voudrait en tant qu'utilisateur? Alors, quelque chose que j'ai pas dit, c'est qu'on travaille sur des assemblages. On travaille rarement sur un seul
volume, une seule pièce. Donc on a des assemblages. Donc typiquement ici, j'ai un cylindre collé sur un cube, partie jaune, partie verte. Donc un moyen facile de faire du maillage dans ce cadre-là est de contrôler la taille des mailles, parce que c'est quelque chose qu'on cherche, le contrôle de la taille de nos éléments, c'est de mailler les sommets, donc c'est facile, discrétiser les courbes en définissant des tailles qui nous intéressent, là je suis homogène, pareil pour les surfaces, en discrétisant, en lissant, en regardant la qualité, puis on passe au volume. Donc ça, je ne vous dis pas qu'il faut faire comme ça en tétraèdre, pardon. Mais c'est une approche qui est assez visuelle et qui est très contrôlée par l'utilisateur et qui permet de travailler volume par volume. Et c'est ce qu'on veut faire en hexaèdre aussi. Donc on travaillerait, on ferait les sommets, on ferait les faces, puis on ferait le volume. Et on obtient notre maillage. Donc bon, là j'ai triché. J'ai suivi ce processus-là, alors j'ai triché. Alors pourquoi j'ai triché? Alors si je reviens en arrière, j'ai triché à cette étape-là. Quand j'ai maillé mes surfaces, je ne les ai pas maillées de manière indépendante. Si vous regardez la surface de mon cube, toutes les faces, la face du haut, les faces latérales, la face du bas, c'est bien des grilles parfaites, mais celle du fond, ici on voit une empreinte du disque qui vient du cylindre qui est ici. Et ça, je l'ai fait parce que j'ai un problème de structuration globale, et en fait, si on veut travailler volume par volume sur un assemblage, c'est-à-dire qu'on a des contacts et des interfaces entre nos pièces, et il faut que le maillage soit conforme à cet endroit-là. On veut exactement que ce soit maillé qu'une fois par un seul maillage. Et quand on fait ça, et qu'on travaille de cette manière-là, on tombe dans un problème qui est très compliqué, qui est qu'actuellement, on n'a pas de solution. Si je vous donne un volume et que je maille déjà l'ensemble de ces surfaces au bord, et que je veux faire le maillage hexaédrique, on n'a pas de solution. Il en existe une topologique si le nombre de quadrilatères est pair, donc l'existence est prouvée, on sait en générer, mais ce maillage n'est pas utilisable, parce que globalement, on a une topologie. Maintenant, le positionnement des sommets dans l'espace du maillage fait que vous ne pourrez faire aucun calcul dessus parce que vous allez avoir des volumes négatifs, des mailles inversées, etc. Donc on ne peut pas travailler de cette manière-là. Donc quel est le problème? C'est un problème de structuration. Donc je vais me remettre en 2D pour parler structuration. Et on va regarder la représentation duale d'un maillage. Donc si je prends mon maillage quadrilatéral, ou quadrangulaire, pardon, qui est ici, il a des mailles carrées, des arêtes, des sommets. Donc on va créer le dual de ce maillage. Donc pour le représenter, on va positionner un sommet dual pour chacune des faces et on va connecter nos sommets dual entre eux. Donc on va les connecter. Alors comment je vais faire? Je vais prendre deux sommets qui correspondent à deux faces voisines, et si ces deux sommets correspondent à deux faces qui partagent une arête, je vais connecter par une arête. Donc je connecte avec une arête. Quand je suis arrivé en un sommet, je suis arrivé par une arête du sommet précédent, je vais aller à l'arête en face dans le maillage quadrilatéral. Donc je prends mon sommet, une arête du quad, j'ai fait une arête dual avec le sommet d'à côté, je vais aller au sommet suivant, puis au sommet suivant, puis au sommet suivant, etc. Et en fait, quand je fais ça, je fais une ligne ou une corde complète dans mon maillage. Donc on va avoir une structuration inhérente aux maillage quadrilatéraux qui va faire qu'on va avoir un arrangement de lignes ou de cordes dans le maillage. Alors pourquoi on a cette notion d'arrangement? Alors, on a un arrangement simple. Alors pourquoi on l'a? Voilà, il apparaît. On l'a parce que quand vous prenez un maillage quadrilatéral, vous passez d'une arête à l'arête opposée. Et donc en fait, vous avez une structure qui apparaît qui est très très régulière. En gros, chaque sommet du maillage dual a toujours 4 arêtes qui en parlent. Donc c'est un graphe très particulier sur lequel on peut travailler et qui a certaines propriétés. Donc le fait que ce soit un arrangement, ça nous partitionne l'espace. Le fait qu'il soit simple, ça veut simplement dire qu'au plus deux courbes s'intersectent en un point, ce qui correspond en fait à notre maillage quad. Donc si on veut travailler ensuite et faire de la modification, de la génération de maillage, il faut tenir compte de cette structuration qui est relativement globale. Donc les bonnes opérations, on va dire, pour manipuler des maillages à un instant donné et garantir qu'on a toujours des maillages qui restent quadrilatéraux ou hexaédriques ou quadrangulaires, c'est de travailler sur ces notions de cordes. Donc on va manipuler des cordes. Donc qu'est-ce que je peux faire comme manipulation? Je peux supprimer une corde, donc je vais prendre une corde au hasard, je peux la sélectionner, et puis je vais la faire disparaître. Ça veut dire que je vais contracter les hexaèdres, les quadrilatères qu'elle traverse. Si je fais ça, je la supprime. Là, elle a disparu. Là, je vais appliquer un algorithme de lissage qui m'a fait tourner ma forme, voilà, mais bon, ça c'est du détail. Une fois que j'ai fait ce genre de choses, voilà, supprimer des cordes, je sais le faire. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux regarder à nouveau mes cordes, et je vais regarder où est-ce que des cordes s'intersectent. Donc elles s'intersectent dans le primal en une face, et en gros, on va regarder comment on fait disparaître cette face. Donc comment on fait en fait disparaître un sommet du maillage dual. On va prendre deux sommets opposés dans la face, et sur ces deux sommets opposés, on va les rapprocher géométriquement. Donc là, c'est juste un effet visuel, mais en fait, si je les fusionne ensemble, mes courbes, mes cordes rouges et vertes, elles ne s'intersectent plus, et mon sommet, dans le maillage primal,
a changé de valence. Donc il n'est plus incident adjacent au même nombre de voisins, en gros parce que voilà, il a été créé comme ça. Par contre, le maillage dual, ça reste que des cordes, et c'est toujours un arrangement simple de cordes. Bon, j'ai contracté dans un sens, mes deux faces, là je lisse, bon, je peux contracter dans l'autre sens, parce que ma face quadrangulaire, je pouvais contracter ensemble les deux sommets opposés, donc il y avait deux combinaisons possibles. Donc voilà, là c'est fait. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux ouvrir une face, donc je vais sélectionner un sommet, deux arêtes. Ici j'ai deux cordes qui sont parallèles, la verte et la rouge, localement parallèles on va dire. Je vais ouvrir une face et elles vont s'intersecter. Donc c'est une modification qui est faisable, qu'on peut étendre d'une certaine manière en 3D, donc j'en parle. Et ça nous modifie le maillage. On va aussi insérer des cordes. Donc là, insérer une corde dans le maillage, je prends un arrangement simple de cordes, il faut que j'insère de façon à ce que ça reste un arrangement simple. Donc c'est-à-dire que j'intersecte toujours que 2 à 2 en un point. Bon, on va le modéliser dans le primal, on va sélectionner un chemin d'arête et on va ouvrir pour séparer les deux parties qui sont séparées par le chemin d'arête. Alors là, mon chemin, forcément, il boucle pas. Il me sépare bien, il me partitionne bien mes mailles en deux espaces. Si je fais ça, j'insère des mailles entre les deux, je relisse. Puis dernière opération que je peux faire de mémoire, je vais prendre une corde et je vais la subdiviser et je vais lisser. Donc voilà, tout ça c'est des opérations qui sont faisables et qui préservent le fait que j'ai un maillage quadrilatéral. Donc si je passe en 3D, j'ai les mêmes propriétés. Donc on va passer d'un arrangement simple de cordes ou de courbes à un arrangement simple de surface. Donc maintenant on aura des surfaces qui au plus s'intersectent 3 fois en un point, qui correspondent donc à mon hexaèdre. Et comme pour le quadrilatère où j'avais, si je prenais un quadrilatère, des couples d'arêtes opposées, donc 2 fois 2 arêtes, là j'ai 12 arêtes, et donc en gros je me retrouve à 3 fois 4 faces, j'ai 3 directions qui correspondent à mon intersection de mes plans, de mes surfaces dans le dual. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc on a les mêmes notions de couches d'hexaèdre qui se propagent et pour lesquelles on a une surface duale dans le maillage dual. Et on va travailler avec ce genre de notions. Donc un petit point, j'en ai parlé un peu tout à l'heure en 2D, mais globalement on va classer nos feuillets ou nos surfaces duales donc, comme étant régulières, elles peuvent se toucher le long d'une courbe, elles peuvent s'auto-intersecter, elles peuvent se toucher et s'intersecter. Elles peuvent sortir au bord, donc si elles sont non sphériques, ou rester au sein du volume. Elles pourraient même s'intersecter au sein du volume, voilà, former une autre surface. Elles peuvent toucher un ou plusieurs bords. Voilà. Donc c'est juste un point. Globalement, quand on commence à faire des algorithmes où on manipule les feuillets, c'est des cas à prendre en compte. Et ce qu'on les prend en compte, c'est-à-dire que d'un point de vue implémentation, il y a pas mal de entre guillemets cas particuliers selon les représentations de données qu'on utilise. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention. Donc on va avoir les mêmes opérations. On va pouvoir supprimer des couches de mailles. Donc je collapse complètement ma couche de maille et elle disparaîtra. On va pouvoir, comme on contractait une face, on va contracter une corde complète. Donc on va prendre une face qui est celle au-dessus, là, qui est mon carré. Si je prends mon carré, en fait, il se propage. Dans mon hexaèdre, je vais prendre la face quadrilatérale qui est à l'opposé, puis je vais aller dans l'hexaèdre suivant, puis l'hexaèdre suivant, etc. jusqu'à temps que je sorte du domaine ou que je reboucle et que je revienne sur ma première face. En tout cas, voilà. Et si je contracte ma face du haut, comme je le faisais tout à l'heure, je vais la contracter et je vais contracter celle qui est à l'opposé, parce que sinon je vais perdre la propriété d'avoir un maillage purement hexaédrique. Donc je vais la contracter, elle va disparaître et mes deux cordes qui au départ rouges, enfin mes deux feuilles rouges et jaunes qui s'intersectaient, maintenant ils s'évitent. Puis on peut insérer, comme tout à l'heure, on partitionne le domaine entre deux parties, donc on sélectionne un ensemble de faces qui sépare le jaune du gris, on les décolle, puis on insère une couche de maille entre les deux et on a fait l'insertion qui nous intéresse. Donc ça, c'est typiquement des manipulations qu'on va faire sur une structure hexaédrique à cause des propriétés globales qu'elle a. Donc comment on va utiliser ça? En pratique, quand on veut fournir des outils à des utilisateurs, on finit avec des outils interactifs, avec une IHM assez importante, et vu qu'on sait mailler peu de choses avec des hexaèdres, surtout qu'on fait des assemblages, en fait on va finir avec des géométries relativement simples. Et on va découper en fait les géométries complexes en des géométries simples. Donc il y a un certain nombre d'outils qui se basent sur ce qu'on appelle des blocs 2D qui sont générés par extrusion ou sweeping. Donc l'idée est la suivante, vous prenez un bloc qui a un axe soit d'extrusion comme sur mes images de gauche, soit potentiellement de rotation comme les images à droite, à part la verte, mais les trois autres ont un axe de rotation et pas d'extrusion. Vous allez mailler une ou plusieurs surfaces sources. Donc ici, le disque vert du dessus, la couronne verte ici. Donc vous savez les mailler et en fait vous allez copier le maillage par couches successives
pour aller jusqu'en bas. Bon, je schématise, mais l'idée elle est là, on réplique le maillage. Et donc vous avez sur la surface du bal l'empreinte des deux surfaces du dessus qui arrivent. Donc c'est ce qu'on peut voir, bah, typiquement ici, le maillage qui est ici à gauche, quand il tourne, bah, on le retrouve ici à droite. Donc ça c'est une approche. Et quand on utilise ça, généralement, c'est des outils qui découpe la géométrie en sous-parties. Donc il va falloir prolonger des surfaces, couper la géométrie par des plans. Donc c'est un travail assez fastidieux pour arriver à découper. Et une fois qu'on l'a découpé, bah, il faut encore que le maillage, bah, on arrive à le rendre conforme sur l'ensemble du domaine. Et donc typiquement, si vous regardez ici sur l'image du centre, si on prend le bloc qui est dans les couleurs jaune, orangé, on va dire ici, bah, la surface qui est ici, qui est quadrangulaire, bah, elle n'est pas maillée par une grille complète, il y a une empreinte d'un cylindre. Et cette empreinte, elle vient de relativement loin dans le domaine, elle vient de l'autre extrémité aussi, vous avez le petit cylindre bleu foncé. Donc ça, c'est symptomatique. Quand on fait ce genre de maillage, bah, la structuration va se propager. Donc cette notion d'arrangement, de structure duale est réellement importante parce que elle va vous contraindre énormément dans ce que vous êtes capable de faire avec bah, un outil de maillage hexaédrique. Puis bon, je parlais d'IHM complexe, bah, généralement c'est des IHM, vous avez des boutons partout. Et il faut trouver quoi utiliser. Bah, autre approche, toujours basée sur la découpe, et là on va aller sur un cas encore plus simple, on va dire que ce qu'on sait mailler c'est simplement un hexaèdre. Donc si j'ai un bloc, comme ici mes blocs gris, bah oui je sais le mailler, c'est un hexaèdre, c'est une grille sur laquelle bah, je vais faire une grille interne, je placerai les sommets géométriques comme il faut, mais globalement c'est une grille. Donc l'idée c'est de découper non plus la géométrie, donc la géométrie va rester fixe souvent, et voire elle peut même être fausse, c'est-à-dire on peut avoir un assemblage des surfaces qui s'auto-intersectent et autres, et en fait on va créer des blocs qui vont s'appuyer sur la géométrie. Et donc le but c'est de travailler sur le blocking, la génération de ces blocs. Donc nous c'est ce qu'on fait dans notre outil en interne qui s'appelle Magix 3D, je vais vous montrer comment on peut faire sur un exemple simple. Donc voici mon exemple, j'ai une géométrie, je passe en vue filaire et je vais créer des blocs. Donc moi je vais créer un premier bloc sur la base de mon objet. Donc je crée un seul bloc. Géométriquement, les sommets de mon bloc vont être associés aux sommets géométriques, les arêtes du bloc aux arêtes géométriques. Question de remplir l'espace et si je veux lisser, modifier mon maillage à la fin, bah, il est toujours une contrainte qui est liée au domaine qu'il discrétise. Ce bloc, je vais commencer par le découper, donc on va avoir des opérations typiquement de découpe, donc comme je l'avais montré tout à l'heure, on peut découper une couche de maille, bah là j'ai qu'un seul bloc, j'en coupe qu'un seul. Je vais créer un autre bloc pour le corps du domaine, je vais créer un bloc pour la tête, bah là qui discrétise pas du tout la tête exacte parce que bah, ça ressemble pas à ça, c'est un cylindre troué, donc qu'est-ce que je vais faire? Déjà je vais le découper selon deux axes parce que j'ai deux encoches ici, donc je vais couper mon bloc, puis je vais appliquer un pattern qu'on dit de haut grid. En gros je vais faire une couche de maille tout autour de mes trois blocs précédents. Donc comme tout à l'heure par pillowing, j'insère une couche de maille entre l'extérieur et mes trois blocs. Donc ces trois blocs-là, ils se retrouvent en centrale. Autour, j'ai 4 blocs pour chacun qui a été créé, donc 12 blocs au total. Et les centraux, je vais les supprimer parce que mon cylindre est troué. Je vais réassocier géométriquement pour que c'est une meilleure tête. Et puis je vais recoller bah, justement la tête de mon objet avec le corps. Nous, on gère des découpes non conformes, donc voilà, c'est juste le maillage à la fin sera conforme, mais les blocs peuvent ne pas l'être. Une fois que c'est fait, bah, on va régulariser encore géométriquement pour que ça ait une meilleure tête, on va dire. Et puis bah, là-dessus, on va générer notre maillage final. Donc là, ça c'est un processus bah, qui me permet d'aller jusqu'à générer mon maillage de blocs et mon maillage final, pardon, pour mon objet qui était celui-ci. Donc si je reprends mon modèle et que je regarde si je peux aller plus loin. Donc bah, j'ai juste regardé ça par curiosité et voir comment expliquer un peu les choses. Donc moi j'ai ma géométrie qui était assez simple. Ici j'ai fait mes blocs, j'en ai 29. Il y en a qu'on voit ou qu'on ne voit pas dans les modèles en fait, vous verrez, parce que vu qu'on a des blocs, comment dire, on a la gestion de la non-conformité entre blocs. Mon compte final c'est sur les blocs générés après résolution des contraintes de non-conformité. Donc ça m'a pris 15 minutes. Ce modèle-là, j'ai rajouté des encoches. Donc on les voit, pardon, au niveau de la tête, ici, il y a des encoches. Donc ça a augmenté le nombre de blocs. Ça m'a pris plus de temps. J'ai rajouté ici des arrondis, des congés, ou des chanfreins, comme vous voulez, sur des congés, sur deux extrémités, puis une encoche sur le dessous, puis un symbole, une marche, enfin un motif supplémentaire sur le dessus, et j'ai trouvé ce motif supplémentaire, donc pas de part en part, il s'arrête. Donc ça c'est trouvé. Le nombre de blocs a augmenté, soit. Par contre, ce qui a beaucoup augmenté, c'est le temps.
Donc pour ce modèle-là, qui reste un modèle relativement simple, moi il m'a fallu 2 heures. Et ça reste un modèle unique. Donc je vous disais, nous on fait des assemblages, donc il faut plusieurs types de modèles, enfin plusieurs volumes qui sont collés entre eux, et donc il faut le faire pour ça. Et bah, globalement, sur des modèles plus complexes, mais pas tant que ça, vous me direz, comme la cible laser que je vous ai montré au départ, pour le laser mégajoule, bah, c'est des choses où il peut nous falloir plusieurs semaines pour avoir le maillage qu'on veut. Alors pourquoi c'est compliqué? Alors c'est compliqué parce qu'à un moment aussi, il faut aller dans le volume, il faut aller en 3D, il faut aller manipuler des choses en 3D complète. On n'est pas en surface, il faut aller à l'intérieur et manipuler ce genre de choses, les visualiser, comprendre des contraintes volumiques liées à l'ensemble de la structure. Donc en gros, on est en train de travailler avec la structure du maillage hexaédrique en permanence et essayer de résoudre des contraintes interactivement à l'intérieur. Donc voilà, ça prend du temps, c'est ce qu'on fait pour les utilisateurs et c'est l'outil qu'on fournit. Donc il y a beaucoup d'assistance, de formation, on aide à réaliser les maillages et puis bah, on ajoute des fonctionnalités. Et bah, dans l'ajout, bah, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus vite? Ça, c'est une vraie question. Donc bah, c'est là que on se pose des questions justement par rapport à ce qui peut être fait en informatique graphique. Donc mon problème initial, c'est le suivant. C'est comment je génère une structure de blocs hexaédriques. Donc je le remets aussi en 2D, si possible automatiquement. Bon, il s'avère qu'on n'y arrive pas. Et sinon avec le moins d'interactions possible. Donc la communauté, on va dire, maillage pour la simulation numérique, je pense qu'elle regarde ce problème-là depuis à peu près les fin des années 90 réellement. Et bah voilà, on cherche, on trouve pas forcément ce qu'on veut. Et bah, il y a quand même des travaux qui interpellent dans la communauté graphique qui sont liés aux paramétrisations de surface. Donc là, je cite pour moi 3 travaux majeurs qui datent des années 2006, 7 et 9 et qui sont caractéristiques de choses qui sont vraiment intéressantes pour nous. Alors déjà un point, nous on regarde très peu la surface. Quand on fait de la simulation numérique, soit on simule le problème en 2D, mais je suis en dimension 2, ce que je discrétise c'est l'espace complet, soit je suis en 3D et je discrétise des volumes. Le travail sur les surfaces, c'est pas un truc qu'on fait tant que ça. Je dis pas que c'est, on le regarde parce que même en 3D, on a des surfaces au bord, mais c'est pas un truc qui nous intéresse pour la surface en elle-même. On n'est pas en train de faire de la déformation de surface, on va pas coller des textures, on va pas regarder le genre des surfaces. Donc voilà, c'est pas ce qu'on regarde à la base. Donc maintenant, pour revenir, les paramétrisations, bah, quand je les regarde, bah, déjà de manière continue, ça donne des choses qui ressemblent à des maillages quadrilatéraux, et puis il est montré qu'on peut générer des maillages quadrilatéraux avec. Alors avec ou pas d'interaction, mais on peut le faire. Et donc ça, bah, ça va nous intéresser grandement par rapport à notre problématique, parce qu'on est proche. Donc comment on va générer ça de manière générale? Alors je reste très, très haut niveau. Bah, pour une paramétrisation de surface, bah, on va commencer bah, par définir une quantité ponctuellement qui va nous permettre d'aligner nos paramétrisations et de dire voilà, localement, ma paramétrisation, je voudrais qu'elle soit dans cette orientation-là. Donc c'est ce champ d'orientation, donc sur une surface courbe, on va aller chercher par exemple les courbures principales et ça va me donner une information. Et de ça, on va générer une ou plusieurs paramétrisations qui vont être entre guillemets conformes entre elles, se chevaucher comme il faut. En tout cas, on va faire en sorte de bien modéliser de bien paramétrer l'ensemble de notre surface. Donc après, il y a des problèmes de trous, de raccordement. Donc là, vous avez des singularités, les points jaunes qui arrivent. Et de ça, on va en déduire un maillage quadrilatéral. Donc je dirais qu'en 2D et en surface X, cette étape-là est bien faite, que l'autre aussi. En fait, il y a plein de choses qui sont très très bien faites en 2D et en surface X, à problème numérique près et robustesse d'outils, IHM, etc. Maintenant, bah, moi, si je me place dans mon cas 2D pur ou 3D pur, bah, j'ai pas pour la génération du champ d'orientation la notion de courbure qui va m'aider. Donc on va travailler un peu autrement. Donc si je me mets en 2D pour regarder le problème, bah, en 2D on va prendre bah, les conditions au bord. On va se dire bah, mon domaine il est borné et il a un bord. Donc ici j'ai un assemblage de 2 pièces. Et sur le bord je peux définir des orientations qui sont liées justement à ma normale et à ma tangente. Donc j'ai pas de courbure sur le domaine, mais j'ai des informations au bord de mon domaine. Et cette information, bah, pour calculer un champ, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la propager. Donc on va la propager de telle manière, en fait, à rester contraint par le bord. Donc ça va être des conditions de Dirichlet au bord qui nous disent, bah voilà, c'est ça ta valeur au bord. Et puis en interne, bah, on va dire, bah, génère-moi, alors là, moi je travaille sur un problème où je dois poser, si je dis pas de bêtises, mes croix, mes orientations au sommet de mon maillage triangulaire de calcul. Et en gros, on va minimiser une quantité qui fait que bah, j'aimerais bien que quand je passe d'un sommet de mon maillage à un sommet proche, bah, la croix soit à peu près orientée pareil. Si je fais ça, je me dis, bah, je vais avoir quelque chose qui ressemble à la fin à une grille. Donc ça me va bien. Donc on va minimiser ce genre de différence entre croix voisines en restant aligné au bord. Donc, oups, pardon. Donc ça va nous générer le champ.
duquel on pourra récupérer une paramétrisation d'une manière ou d'une autre et générer le maillage. Donc en fait, on va avoir dans cette paramétrisation, et pardon, dans ce champ, on aura des points qu'on va dire singuliers, c'est-à-dire que dans certains triangles, on aura une grille très régulière. Donc ici, on a une bonne concordance des croix qui font que, vu ce triangle, vu des trois sommets, des croix que j'ai posées, il le voit à peu près de la même façon et ça ressemble à une, comment dire, ça ressemble à une grille pour chacun et la grille est orientée pareil. Ici, le triangle, vu de chacune des croix, bah, la grille n'est pas orientée pareil et on a une singularité qui apparaît. Donc on peut prouver en dimension 2 et sur des surfaces qu'on a des singularités, non, dimension 2 je suis sûr, qu'on peut avoir des singularités de degré 3 ou 5. Et puis on peut montrer qu'en pratique, on doit toujours être capable de décomposer en blocs et avoir ce qu'on veut. Donc ça, c'est ce qu'on fait en 2D, c'est ce qu'on veut faire en 3D. Donc en 3D, bah, on fait la même chose. On propage la même chose d'un même type d'information, sauf qu'au lieu d'avoir des croix, on a des trièdres, on a 3 directions. La représentation mathématique va différer nécessairement. On va avoir des contraintes qui sont plus fortes complètement sur le bord, on les aura fortes sur les arêtes, les courbes du bord, et par contre sur les surfaces, elles seront souples, on veut juste être aligné sur la normale. Maintenant, on pourrait tourner un peu comme on veut sur la surface. En tout cas, les autres axes peuvent tourner. Et une fois qu'on a fait ça, bah, on va résoudre, on va récupérer une orientation, donc là pareil, en chaque sommet du maillage tétraédrique de calcul qui m'a servi. Donc là je les visualise avec des petits cubes qui me donnent bah, l'alignement de, en gros, mes croix qui sont là. Et comme en 2D, bah, on va avoir des zones singulières, et ici il s'avère que mes zones singulières, bah, c'est des lignes de tétraèdres singuliers. Et si je prends un modèle comme ça, j'ai des lignes bien régulières, et en théorie, à problème numérique près, on va dire, on devrait être en capacité de générer un maillage hexaédrique structuré par bloc complet pour ce modèle-là. Alors, voilà, bon, c'est pour ce modèle-là. Parce qu'en fait, bah, il y a plein de cas où ça ne va pas marcher, et c'est là qu'on va justement avoir d'autres choses à faire. Donc où est-ce que ça ne marche pas? Donc là, je reviens sur un exemple de modèle simple extrudé. Donc je suis parti du maillage de D,5 où j'ai maillé la surface du dessus où il y a le point A, la surface intermédiaire où il y a le point B, et j'ai extrudé de haut en bas. Donc si vous prenez les deux maillages des deux surfaces, c'est des grilles régulières, sauf en deux points. A à 5 faces voisines, B à 3 faces voisines. Et en fait, si vous prenez les deux lignes qui sont extrudées partant de A et de B, bah, vous avez 5 hexaèdres autour de toutes les arêtes de cette ligne et 3 hexaèdres autour de celle-ci. Maintenant, si je prends ce modèle-là, que je mets un maillage tétraédrique et que je calcule mon champ d'orientation, j'obtiens une ligne de singularité du champ qui est celle-ci, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai à gauche. Et en fait, ben, globalement, ce qui se passe, c'est que les champs d'orientation tels qu'on les génère en 3D actuellement, bah, les champs ne garantissent pas d'avoir une structure qui est la même que celle qu'on attend d'un maillage hexaédrique structuré par bloc. Et là-dessus, vous ne pouvez pas construire de maillage hexaédrique par bloc en restant sur ce système-là. Donc il y a des travaux, il y a des gens qui regardent ce truc-là, mais pour l'instant, on y arrive pas. À ma connaissance, on n'a aucun travaux qui nous donne les résultats satisfaisants de manière automatique. Donc là, on va faire du maillage à dominante hexaédrique, ou en tout cas mixte. On a des hexaèdres un peu partout et pas à d'autres endroits. Et globalement, bah, un des problèmes, alors je ne sais pas comment il faut l'adresser actuellement, mais c'est que bah, on ne sait pas tenir compte du fait qu'on a un arrangement de surface. La minimisation qu'on regarde, le problème qu'on résout, ne tient pas compte de cette structure topologique d'arrangement de surface. Donc est-ce que c'est possible? Il y a un problème de minimisation de cette nature-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc pour moi, ça m'intéresse quand même de regarder ce que ça peut faire, ce genre de choses. Et donc si je reviens à mes exemples de base, bah en fait ça marche sur certains de mes modèles de manière automatique, donc j'ai mes blocs, donc ça c'est plutôt bien. Et puis à un moment ça marche plus dès que ça se complexifie, et dès que j'ai en fait ces problèmes qu'on a vu de lignes qui connectent du 3 et du 5. Donc voilà, les lignes qui sont là me posent problème et font que je peux pas avoir une structure. Donc je pourrais l'avoir partielle mais pas totale. Donc les singularités internes, c'est un problème, on le voit, donc c'est ça qu'il va nous falloir régler. Donc comment on peut régler ça? Bah, on peut regarder ce qu'on appelle les polycubes. Donc l'idée là, ça va être un peu différent. Donc l'idée, c'est que là, ce que je faisais, c'est que je mettais des conditions au bord, j'en déduisais une structure interne et j'en déduisais mon maillage. Ce que je dis, c'est que cette structure interne, j'arrive pas à la faire en 3D. Donc on va pas essayer de la faire. Ce qu'on va essayer de faire, c'est plutôt de se dire, ok, ce domaine-là, qui est circulaire, je vais le déformer de telle façon qu'il devienne facile à discrétiser avec une grille. Bah, pour qu'il soit facile à discrétiser avec une grille, bah, je vais déformer entre guillemets son bord, parce que c'est pas que le bord, mais je vais le déformer bah, pour qu'il soit aligné avec des axes X et Y en 2D. Si je fais ça, bah là je sais mettre une grille dedans, et si j'ai su transformer mon disque en mon carré, bah, je vais revenir en arrière et reprojeter. Donc là j'ai une grille qui est déformée, qui épouse le bord, il n'y a pas de singularité interne, donc c'est pas exactement ce que je veux, potentiellement, et j'ai des éléments un peu de mauvaise qualité là, mais bon, c'est pas. En tout cas, j'ai un maillage. Donc si je fais ça et que je le passe en 3D, donc il y a des travaux qui existent là-dessus depuis
enfin une dizaine d'années au moins, en graphique, avec surtout des surfaces lisses au bord. Et là, ce que je vous présente, c'est des résultats de François Protet, qui est en thèse depuis une bonne année maintenant, qui a présenté ce matin, si je dis pas de bêtises, dans le timing de la conf, qui travaille à l'INRIA Nancy et qui échange avec nous. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa géométrie de départ, il définit pour chacune de... Donc, géométrie, c'est un maillage tétraédrique. Pour chacun, il va définir où se coller, où mettre chaque triangle au bord entre mes axes X, Y et Z. Il va en déduire des paramétrisations dans les trois directions X, Y et Z pour paramétrer l'ensemble du volume. De ça, on va en déduire notre déformation qui nous permet d'aligner chaque face selon une valeur U, V ou W fixée. Donc on va se retrouver que toute cette surface, ils aient la même valeur de U par exemple. Là, c'est une déformation, c'est des valeurs réelles. Reste que nous, on a un problème de discrétisation. Après, on veut mettre un maillage à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir des valeurs entières. Et comme ça, sur les coordonnées entières, on mettra les coins de nos hexaèdres. Donc, on va commencer par découper. Donc, on découpe parce qu'on propage toujours dans les maillages hexaédriques, comme on l'a vu, il y a cette structure. Donc, on va découper pour avoir quelque chose de cohérent sur l'ensemble du volume. On va résoudre le problème d'une projection entière. Donc, ça, c'est jamais un truc facile de revenir sur des problèmes entiers. Puis, on va résoudre nos contraintes et se reprojeter. Donc, si on fait ça, on arrive à régénérer. Donc, ce genre de choses, ça marche très bien, je le disais, sur des surfaces lisses. Il y aura des petits problèmes sur des surfaces où on a des arêtes vives, parce qu'on va mettre des contraintes supplémentaires quelque part. Donc là, si je reprends mon modèle le plus complexe, j'ai justement des pertes d'arêtes significatives. Alors pour moi, typiquement, l'arête qui est ici, la longueur qui est là, elle est mal capturée. Donc ça, c'est des choses, voilà, c'est des petits trucs sur lesquels il faudrait travailler. On peut voir qu'on a une mauvaise qualité au bord de certains éléments, donc il manque des lissages. Mais c'est comme tout à l'heure avec mon disque, vu qu'on n'a pas mis de singularité interne, on a des éléments un peu moins bons au bord. Mais en attendant, ça a marché sur le modèle le plus complexe. Et en fait, en faisant une petite modif de pré-traitement, j'arrive à capturer mes arêtes comme je veux. Donc là, je déroule sur les blocs, sur une autre implémentation qu'on a du Polycube. Ça génère les structures pour nos modèles, c'est automatique, c'est pas le bloc qu'on veut à la fin, donc il faudrait l'optimiser, mais on a déjà quelque chose. Donc en fait, ça marche bien sur plein de modèles. Donc François, très bon résultat. Reste que on a quelques petits problèmes, alors que moi j'ai réglé de manière interactive dans ce que je vous ai mis en faisant un pré-traitement sur des courbes, qui sont ici typiquement, là j'ai la surface bleue qui est vue comme étant sur la même valeur U, V ou W dans mon espace paramétrique, donc c'est complètement aplati, donc on ne peut pas retrouver notre structure comme il faut. Donc nous, interactivement, on sélectionne et on fait des choses. Est-ce qu'on peut aller plus loin en automatique? Ça fait partie de travaux et de choses qui sont regardées, et je pense qu'il y a pas mal de résultats intéressants qui vont dans le bon sens. Je suis un peu long, je vais conclure. Alors pour conclure, je vais revenir sur mes exemples. Voilà, de manière interactive, nous on génère ce que nos utilisateurs veulent et ce dont on a besoin nous pour nos études. Ça fonctionne, c'est très long, donc c'est ce qu'on cherche à réduire. Et si je regarde ce qui se fait actuellement, les polycubes nous donnent des résultats très intéressants. C'est pas la structure qu'on veut, mais en sélectionnant deux arêtes ici, j'ai obtenu cette structure. Moi j'ai sélectionné mes deux courbes. J'ai fait une ou deux pages, je l'ai d'abord lancé sans sélectionnant, puis en sélectionnant, je veux dire en 2 minutes, j'avais ma structure, donc après il me reste à l'optimiser. Donc je peux passer de 2 heures à, on va dire, peut-être 15-20 minutes max pour avoir le maillage que je veux. Donc ça devient très intéressant. Bon, c'est pas de l'automatique complet, mais voilà, on sent qu'il y a du potentiel à aller vers des choses utilisables en pratique. Sur les champs d'orientation, ça nous donne ce qu'on veut quand le champ est bon. Mais dès qu'il n'est pas bon, ça coince. Donc là, il faut travailler sur justement comment améliorer ce champ. On va parler de paramétrisation globale à un moment sur nos objets. Donc mon sentiment, c'est qu'actuellement, les paramétrisations globales, c'est une bonne approche pour le maillage hexaédrique structuré par bloc en comparaison à ce qui se fait par ailleurs. Voilà, je pense qu'il y a réellement des choses intéressantes, que les gens progressent. On peut voir aujourd'hui des résultats sur les champs de repères non orthogonaux qui vont régler certains problèmes de pincement comme on peut avoir dans les coins de ces objets-là. Reste les problèmes 3-5. Nous, on regarde des choses sur une thèse, celle de Simon Calderon, où de manière interactive, il crée des surfaces dans le domaine, les surfaces duales pour générer les blocs, et quand il y a des lignes 3-5, on fait des pré-traitements pour les éliminer. Donc c'est très bien, ça reste quelque chose d'expert, c'est-à-dire il faut comprendre les structures. Donc est-ce que c'est quelque chose qu'on peut donner à tous les ingénieurs? À voir, c'est à discuter. Les polycubes, c'est très bien aussi, ça progresse, c'est pas la structure optimale, mais on peut aller l'optimiser derrière. Donc voilà, ça c'est les choses qu'on regarde, qui me paraissent très prometteuses.
Maintenant, si on veut l'emmener jusqu'à des utilisateurs, bah, il y a un autre élément dont j'ai pas parlé, sur lequel il faut travailler beaucoup, et là je pense que votre communauté peut avoir des idées. Bah, c'est les interactions. Parce que là, on est dans du volumique. Voilà, on a des IHM un peu vieillottes, avec beaucoup de boutons, beaucoup d'opérations. Ça, c'est une chose. Alors, c'est aussi nécessaire. Mais voilà, il faudrait rajeunir un certain nombre de choses probablement. Et puis, il faut se poser la question de comment on interagit dans des volumes. Parce que là, voilà, j'ai peu de blocs, mais l'idée, c'est quand même, à un moment, on va se retrouver avec des milliers de blocs dans mon assemblage. Et cela, bah, faut arriver à les gérer et à les manipuler en 3D, à aller dans la structure. Et ça, je pense qu'on a pas mal à apprendre de ce qui peut se faire côté certains domaines en informatique graphique. Voilà, bah, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention et normalement, je dois pouvoir répondre aux questions par ailleurs. Au revoir.